je suis en bas. Ah, tiens, là. Ça dépend, c'est climatisé. Ah oui. Ça, c'est à moi, c'est bon. Allez. Bien, si vous voulez, on attaque. Merci d'être présent, présenteux. Voilà, donc moi je suis kiné comme vous. Aujourd'hui, je bénéficie de mes premiers jours de retraite bien mérités, mais je reste actif puisque je suis encore parmi vous. Voilà, j'ai fait une carrière hospitalière en pédiatrie. Et donc, j'étais confronté à cette fichue pathologie, là, la muco. Et donc, je viens vous en proposer une présentation. J'espère qu'elle vous sera utile. Je sais que vous avez eu une très dure journée. Mais bon, vous allez finir par quelque chose aussi qui, à mon sens, est intéressant, vous allez voir. Donc la mucoviscidose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on vous le demande, il faudra répondre ça. Donc c'est une maladie génétique qui se trouve sur le chromosome 7. La sous-bande 2 de la bande 1 de la région 3 du bras long de ce chromosome 7. La branche Q. C'est donc une mutation génique. C'est le cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. Cette mutation génique du gène donc code une protéine qui est à la fois donc le gène lui-même qui se code et qui code la protéine. Ça touche la population essentiellement blanche, pourtour méditerranéen. 1 pour 2500 naissances. Je ne sais pas combien vous êtes dans la promotion, mais sachez qu'un individu sur 30 est porteur sain et ne sait pas qu'il peut être porteur de cette anomalie génique. Si bien que si un garçon et une fille se rencontrent et font un enfant, et s'ils sont tous deux porteurs sans le savoir de l'anomalie, eh bien il y a une chance sur 4 d'avoir un enfant porteur de mucoviscidose. C'est donc une transmission autosomique récessive. En France, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont touchées par cette pathologie actuellement. Ce qui fait que nous avons en France actuellement environ 7000 porteurs sains. La mortalité de cette pathologie, vous le savez sûrement, est principalement liée à l'atteinte respiratoire. Aujourd'hui, l'enfant qui naît de nos jours peut vivre jusqu'à 50 ans avec une bonne espérance de vie, bien sûr avec plein de problèmes. La précocité du diagnostic et de la prise en charge améliore les manifestations symptomatiques de ces enfants. Alors je ne vous ai pas dit, mais quand vous voulez qu'on arrête, si vous avez des questions, ça me permettra de souffler, j'espère que je saurai vous y répondre. Donc n'hésitez pas à m'interrompre quand vous avez la moindre question. Depuis 2002, la trypsinémie, donc le dépistage systématique néonatal de cette enzyme pancréatique, permet de repérer la mutation génétique. Si la trypsinémie est 2 fois positive, à ce moment-là, on est dans une situation probable de mucoviscidose. Sachez également qu'il y a le conseil génétique et anténatal qui est donné aux parents pour les familles à risque. Enfin, en milieu spécialisé, vous avez le test de la sueur. Le test de la sueur, alors je me rappelle quand j'étais jeune kiné comme vous, il y avait dans les services spécialisés de néonates des sages-femmes ou des puéricultrices qui étaient spécialisées dans le dépistage clinique des mucoviscidoses. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles léchaient l'enfant. Elles léchaient le visage de l'enfant, et si la sueur était salée, on avait un doute de mucoviscidose. Donc le test de la sueur, c'est quoi? C'est un excès de chlorure de sodium au niveau des glandes sudoripares. Et donc on a une concentration d'ion Cl-, d'ion chlore, élevée dans la sueur. La sueur est très salée, en fait il y a du chlorure de sodium. Et bonsoir. Donc c'est quoi? Eh bien, c'est une pathologie des glandes exocrines exclusivement. Je suis désolé, hein, c'est mal fichu, je devrais être parmi vous, là, regarder ça et me balader au milieu de vous, mais on est coincé, donc on est comme ça.
C'est mal fichu. Pathologie des glandes exocrines. Donc, qu'est-ce que c'est les glandes exocrines? Vous le savez puisque vous êtes un cacate. Ce sont des glandes pourvues d'un canal excréteur qui excrète la charge de la glande vers le milieu extérieur. Que ce soit donc la peau, le tube digestif, les voies respiratoires. Donc, on l'a vu, la clinique de cette pathologie est complètement et archi-dominée par les conséquences pulmonaires. Vous allez le voir, on va faire un petit peu d'histologie qui va nous permettre de comprendre, parce que quand vous allez soigner des enfants ou des adolescents porteurs de cette mutation génique, eh bien, il faut que vous sachiez comment c'est fichu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi vous allez avoir une conduite de soins adaptée. Donc, on va essayer de comprendre comment ça se passe. D'abord, faisons l'état des lieux. Une exocrinopathie généralisée qui concerne donc toutes les glandes séreuses et les glandes à production muqueuse. Il y a donc, en premier plan, on l'a vu, l'appareil respiratoire. En premier plan, ça ne veut pas dire en première intention. En premier plan, ça veut dire que c'est la partie dominante de la pathologie. Mais ce n'est pas la partie qui apparaît en premier de façon importante. On va le voir. Donc le tube digestif, le pancréas, le foie, les voies hépatobiliaires, les glandes sudoripares et le tractus génital. Alors, on va commencer, si vous le voulez, par les choses qui nous concernent peut-être un peu moins, mais qui concernent au premier chef l'enfant, bien sûr. Mais d'un point de vue rééducation, nous, on s'attellera plutôt à la partie respiratoire et musculo-squelettique. Donc là, il faut connaître tout ce qui se passe. On va commencer par ça, donc. Une pathologie du pancréas exocrine. Il y a donc ce qu'on appelle une stéatorée, c'est-à-dire une quantité anormale de graisse dans les selles. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce pancréas exocrine n'a pas ou a insuffisamment des enzymes qui détruisent, qui décomposent l'ensemble des nutriments, glucides, protéines, lipides. Et ces nutriments ne deviennent pas des composants absorbables par l'intestin grêle, au niveau de l'intestin grêle, via la voie sanguine. Donc, en particulier, les lipides stagnent et ne passent pas la barrière des vésicules de l'intestin grêle. On évolue vers une fibrose kystique du pancréas. Avant, la mucoviscidose s'appelait fibrose kystique du pancréas. C'est donc une obstruction totale des canaux excréteurs, des glandes exocrines. Associée à cette symptomatologie, eh bien, on a une carence en vitamines liposolubles, les ADEC, ADEK. Le pancréas exocrine est touché en premier chef, mais petit à petit, l'endocrine est également touchée, ce qui fait qu'on évolue également vers un diabète insulinodépendant. Au niveau de l'œsophage, eh bien, il y a un reflux gastro-œsophagien fréquent. On parle d'œsophage de Barrett, c'est un reflux gastro-œsophagien chronique, œsophage de Barrett, qui peut évoluer vers un adénocarcinome. Donc un truc très méchant, évidemment. Le grêle. Eh bien, on l'a vu, il y a une malabsorption des nutriments gras à cause de cette enzyme manquante. Et donc, on a, pour l'enfant, un amaigrissement d'emblée et d'emblée également en retard staturopondéral. Au niveau du côlon, il y a ce qu'on appelle un ileus méconial, traduisez un bouchon de méco. Méconium, c'est le caca. Hein. Un ileus méconial du nouveau-né, donc un bouchon, avec alternance de diarrhée et de constipation. Au niveau des voies hépatobiliaires, eh bien, on a une hépatomégalie et puis un ictère, ils sont tout jaunes. D'un point de vue génital, pour les garçons, c'est une azospermie, pas de spermatozoïdes. Les canaux déférents sont bouchés. Et au niveau féminin, une hypofertilité avec une glaire cervicale qui piège les spermatozoïdes éventuellement présents. Les glandes sudoripares, eh bien, la sueur et l'excès de chlorure de sodium fait que la sueur est très salée. Et donc, on a une sueur salée beaucoup plus importante que la moyenne, on dit 3 à 5 fois. Anciennement, on faisait donc le test du baiser salé. Alors voilà, on arrive à la partie un peu technique. La forme respiratoire de la muco. L'âge de début, il est très variable.
je crois qu'on peut dire que le nouveau-né a un poumon sain à la naissance, avec peu de symptomatologie ou pas du tout de symptomatologie. Donc l'atteinte respiratoire se manifeste petit à petit, progressivement, et elle peut apparaître à différents âges, à l'âge adulte, à votre âge. Et donc on va, pour comprendre tout ça, entamer des rappels et les notions anatomophysiologiques. Alors je vous en avais parlé déjà, je crois, enfin en tout cas une promotion, je ne sais plus laquelle. Mais voilà. La première chose, alors là c'est un tableau intéressant, c'est un jeune adulte, voilà son arbre bronchique. Donc vous ne laissez pas tromper, quand je dis 0 trachée, en fait il y en a une, les bronches principales il y en a 2, donc c'est les numéros qu'il y a à l'entrée, ce sont des numéros de génération bronchique. J'attire votre attention sur le fait qu'on va de la première génération, appelons-la la trachée ou la bronche principale, peu importe, jusqu'à 24e division. On divise 24 fois. J'attire votre attention sur ce jeune adulte qui a un diamètre de trachée de 1,8 cm. On descend dans l'infiniment petit. Eh bien, vous voyez qu'on est petit à petit confronté à des bronches qui deviennent des bronchioles, qui deviennent des bronchioles respiratoires. Et petit à petit, on a une zone de conduction gazeuse qui devient tellement fine et tellement mince que la lumière bronchique est extrêmement précaire. Et ça nous intéresse au premier chef parce que nous, les kinés, on nous demande de vider la zone de conduction gazeuse de son contenu. Et donc, il faut avoir conscience en permanence dans votre esprit le fait qu'on s'attaque à une tuyauterie extrêmement fragile, extrêmement courte, avec un diamètre très faible. La longueur, vous le voyez, elle est très courte, mais le diamètre est également très court. On est à moins du millimètre dans la région du lobule secondaire. Donc c'est tout petit. Et quand la main du kiné vient sur le thorax d'un enfant, pressé, par exemple pour faire une augmentation passive du flux expiré, eh bien, on comprime tout ça. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc, d'ores et déjà, et comme je vous l'ai peut-être dit, si c'est à votre promotion que j'avais parlé, quand on fait une kinésithérapie respiratoire, il faut toujours avoir des moyens de contrôle qui vous aident à vérifier que vous n'êtes pas délétère. Stéto, saturation pulsée, sont les attitudes minimales à avoir. Cet arbre bronchique, donc, il est classé en une zone de conduction gazeuse qui nous concerne. C'est là que nous intervenons pour faire nos séances de kinésithérapie respiratoire. Une zone de transition entre la 15e et la 19e génération, et puis une zone respiratoire à partir de la 20e génération jusqu'à la 24e génération. La zone respiratoire, c'est ce qu'on appelle le milieu acinaire. Et remarquez deux choses au moins importantes, c'est que le cartilage s'arrête en gros au niveau sous-segmentaire chez l'enfant. Et que les glandes muqueuses sont en grand nombre dans l'arbre bronchique proximal. Les glandes muqueuses, ce sont ces glandes qui sont péribronchiques ou péribronchiolaires et qui délivrent le mucus via un canal excréteur dans la lumière bronchique. Et puis petit à petit, les glandes muqueuses, là aussi au niveau sous-segmentaire, disparaissent et laissent la place à un grand nombre de cellules caliciformes en forme de calice qui sont à l'origine de la production du mucus dans la partie proximale distale de l'arbre bronchique. Voilà, premier rappel. Ah oui, alors ça c'est pour vous dire simplement que chez l'enfant, donc on a ce lobule, nous la kiné s'arrête au niveau du lobule secondaire. Donc tout ce qui est au-dessus nous concerne, tout ce qui est en dessous ne nous concerne pas. Mais j'attire votre attention sur ce petit schéma là qu'il y a là, qui fait que il faut avoir présent à l'esprit que la ventilation collatérale du nourrisson et du petit enfant n'est pas présente. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le précise parce que c'est tout petit. La ventilation collatérale, ce sont des canaux qui se situent au niveau acinaire. Canaux qui sont, pour Martin, bronchiolo-bronchiolaire, c'est la branche qui va aller d'une bronchiole à une autre. Bronchiolo-alvéolaire et puis les pores de cône. Eh bien, cette structure anatomique et cette structure géographique fait que
Chez nous, l'adulte, quand on a une bronchiole importante acinaire encombrée, grâce à la ventilation collatérale, on arrive à ventiler malgré tout les ballons qui sont de part et d'autre de cette obstruction. Chez l'enfant, ça n'existe pas. Donc l'enfant est beaucoup plus dans la panade que nous. Donc pensez quand vous faites une kiné respiratoire que le diamètre et la longueur des bronchioles auxquelles vous adressez, ça part dans tous les sens dans le thorax, dans le poumon. Eh bien, cette zone de conduction, elle est de l'ordre du millimètre, et parfois moins. Donc, de la trachée première génération jusqu'à la 15e génération, eh bien, c'est l'écoulement gazeux qui est concerné, c'est-à-dire ce qu'on expire et ce qu'on inspire. Cette zone de conduction gazeuse a son encombrement, son désencombrement assuré par l'excalator mucociliaire, et vous avez tous entendu parler de ça. Et cette structure ciliée, on va y revenir dessus, baigne dans la phase aqueuse de la couche muqueuse. Sachez qu'il y a en gros, dans l'arbre bronchique auquel nous allons être confrontés, c'est-à-dire je vais vous dire, pour les kinés, un encombrement haut situé dans la trachée ou les bronches principales, c'est pas un gros problème parce que il suffit de faire tousser l'enfant et l'évacuation se fait d'elle-même, naturellement. Par contre, quand il faut faire migrer les sécrétions de l'arbre bronchique distal vers l'arbre bronchique proximal, c'est-à-dire en quelque sorte aider l'escalator mucociliaire à faire son boulot, là c'est une autre paire de manches. Alors le mucus, comment il est produit? Eh bien on l'a vu, dans l'arbre bronchique proximal, c'est plutôt, et en très grande quantité, les glandes sous-muqueuses péribronchiques qui déversent leur mucus par leur canal excréteur dans la lumière bronchique. Plus bas, c'est plutôt les cellules caliciformes qui donnent ce mucus. Donc le mucus a pour rôle, vous le savez, de piéger les microcorps étrangers et de favoriser leur évacuation par le mouvement des cils vibratiles dans la phase aqueuse. Alors là, ce battement ciliaire, c'est un train d'ondes. En fait, imaginez, vous avez tous vu ça probablement en vous baladant dans vos vacances, dans un ruisseau. Imaginez une algue dans un ruisseau avec un courant d'eau. Et l'algue dans le courant, vous l'avez tous vu, elle est poussée par le courant. Et puis quand elle revient, elle fait comme ça. En fait, c'est exactement ce qui se passe avec le cil vibratile. Il expulse vers la trachée tout ce qui est en trop, tout ce qui doit remonter, les microcorps étrangers. Et puis quand il revient, il se couche sur lui-même. La vitesse est croissante pour faire remonter ce mucus dans l'arbre bronchique. Alors voilà, l'état des lieux c'est ça. Je vous ai fait symboliser très schématiquement bien sûr une coupe de bronches. Donc vous avez des cellules ciliées en grand nombre, plus que des cellules caliciformes ou les glandes péribronchiques en dessous. Donc en fait la partie principale de l'épithélium bronchique c'est la structure ciliée. Cette structure ciliée sur le pôle apical baigne dans une phase aqueuse. Il y a donc dessous, constituant les corps cellulaires, l'épithélium, une lame basale et le tissu sous-conjonctif qu'on appelle le chorion. Donc la clairance mucociliaire, c'est-à-dire l'évacuation, le travail que font les cils vibratiles, la clairance mucociliaire est assurée parce que on a ce battement ciliaire qui existe dans une couche d'eau. Et là, j'attire votre attention, on va revenir petit à petit à la mucoviscidose. L'eau joue un facteur essentiel dans cette pathologie. Et bien voilà, comment expliquer la présence d'eau? Donc là, quelques rappels qui ne sont pas forcément dans votre connaissance actuelle. On peut avoir des transferts d'eau du mucus vers le chorion et du chorion vers le mucus, c'est-à-dire du pôle basal des cellules vers le pôle apical et inversement.
Il existe donc des flux hydroélectrolytiques dans ces épithéliums sécrétoires. On va voir lesquels. Voyons d'abord le transfert d'eau du mucus vers le chorion. Alors, c'est quand vous lisez la littérature extrêmement compliquée, je vais essayer de vous le rendre simple au maximum. Imaginez sur le pôle apical, donc au niveau des cils des cellules, un canal qui s'appelle ENaC, c'est l'épithélium natrium channel. Un canal qui descend à travers la cellule jusqu'à la membrane basale, jusqu'à la lame basale de la bronche, et qui descend donc dans le chorion. Un canal anatomique. En dessous, sur la lame basale, un moteur, une pompe sodium-potassium qui pompe le sodium en permanence par ce canal vers le chorion. On crée donc, en faisant cette mécanique électrolytique, on crée donc une différence de potentiel. Il y a plus de sodium dans le chorion que dans la lumière bronchique. C'est insupportable. On n'aime pas ça. Eh bien, la nature a bien fait les choses, elle s'adapte, et pour tamponner le Na+, on fait passer passivement, pour neutraliser la DDP, du chlore dans le chorion, si bien que on crée dans le chorion un sel, le chlorure de sodium, Na+, et L-. Cette diffusion de chlore est totalement passive. Et donc, on crée une différence de pression osmotique entre le chorion et la lumière bronchique. Si bien que là, vous avez le total, le sodium qui descend par la cellule, par l'ENaC, le chlore qui passe par les espaces intercellulaires, on crée le chlorure de sodium, ce qui aboutit à une différence de pression osmotique entre le chorion et le pôle apical cilié. Eh bien, le sel attire l'eau, vous le savez. Eh bien, voilà ce qui se passe, c'est exactement ça. Parce qu'on a plus de sel dans le chorion, l'eau diffuse passivement dans les espaces intercellulaires, par les espaces intercellulaires, l'eau diffuse de la partie aqueuse de la phase muqueuse vers le chorion. Et là se passe l'équilibre des pressions osmotiques. Ça, c'est le transfert d'eau de la partie ciliée vers le chorion. L'autre partie, donc, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez comprendre ensuite ce qu'est la mucoviscidose grâce à toutes ces explications. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, même chose, je vais essayer d'être pédagogique, donc très simple et peut-être un peu menteur, mais c'est exactement ça. Vous avez en quelque sorte un même canal qui existe dans la partie intracellulaire de la cellule ciliée. Ce canal s'appelle le CFTR, le Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Ce canal véhicule le chlore, deux chlores, en permanence. Et en fait, en bas, sur la partie basale, il y a une espèce de moteur, comme tout à l'heure, qui s'appelle un sympore. En fait, le sympore, c'est quoi? C'est un moteur qui fait pousser deux molécules différentes dans une même direction. Donc là, c'est un sympore, il y a sodium, potassium, chlore. Mais le chlore monte, traverse la cellule, il vient dans la phase aqueuse, si bien qu'on crée une différence de potentiel. Et la nature ne supporte pas que cette différence de potentiel ne soit pas équilibrée, si bien que on fait passer en permanence du sodium dans les espaces intercellulaires de façon passive pour venir tamponner l'excès de présence chlore dans la structure ciliée. On crée donc une différence de pression osmotique, trop de chlorure de sodium dans la partie de la lumière bronchique par rapport au chorion. La nature n'aime pas ça, paf, on fait passer de l'eau de façon passive vers la structure ciliée. Et on neutralise ainsi la pression osmotique. Je reviens au schéma précédent. La mucoviscidose, c'est quoi? C'est une pathologie de ce canal chlore.
Donc, la mutation du gène CFTR rend le canal chlore défectueux. CFTR, c'est à la fois le gène, mais c'est aussi le canal. Et le gène régule son propre canal et les autres canaux, en particulier les NAC. Donc le canal cible le canal CFTR gère la sortie des ions chlore de la cellule épithéliale. Il est donc régulé par sa propre protéine, la cystic fibrosis, et il contrôle la perméabilité des ions chlorure et régule aussi Na+, et les canaux K+. Donc CFTR régule toute l'activité hydroélectrolytique de l'intérieur de la lumière bronchique. Sachez que on a identifié environ 2000 mutations possibles, donc 2000 maladies différentes dans cette pathologie. Il y a 6 classes. C'est pas forcément à connaître, à savoir. Sachez que la classe principale qui nous concerne au premier point ici, c'est le défaut de maturation de CFTR qui fait que la protéine est absente ou présente mais en quantité réduite. Après, il y a des défauts de production, il y a des défauts de régulation du canal chlorure, il y a des défauts de conduction de ce canal. La classe 5, il y en a très peu. C'est une altération de l'acide ribonucléique de la protéine CFTR. Et puis la classe 6, c'est des mutations qui altèrent la stabilité de la protéine mature. Tout ça, il faut être simple, ça donne la mucoviscidose avec un grand L et un grand M, la mucoviscidose, qui est donc une pathologie du canal excréteur, CFTR, en particulier dans les bronches. Ce qui fait que, comme le chlore ne sort pas, que le sodium ne vient pas le tamponner dans la lumière bronchique, et comme l'eau n'est pas pompée, bien les phénomènes hydroélectrolytiques s'inversent et l'eau rentre dans le chorion. Si bien qu'on n'a plus d'eau pour assurer le mouvement du cil. Et donc, le mucus prend de plus en plus de place et d'importance, quantitativement et qualitativement. Et donc, il bouge de moins en moins. Et donc l'enfant passe très rapidement, on va le voir, en syndrome obstructif majeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle les deux traitements principaux, outre l'hydratation, bien sûr, c'est d'assurer une antibiothérapie pour essayer de lutter contre les infections qui apparaissent très rapidement. Et puis la kinésithérapie, qui fait appel donc à des techniques mécaniques qui permettent d'aider à véhiculer le mucus hors de l'arbre bronchique. Donc ce mucus, eh bien, dans cette pathologie, devient de plus en plus épais, de plus en plus visqueux et de plus en plus stagnant. Alors, quelques notions utiles pour nous. Les sécrétions sont donc déshydratées. Première conséquence, pensez à faire boire de l'eau à vos petits malades. La clairance mucociliaire, du fait de la modification de la structure visqueuse du mucus, la clairance est donc touchée, complètement diminuée. Le syndrome obstructif donc apparaît. Syndrome obstructif, je vous rappelle, c'est une modification des débits, volume par unité de temps. Donc, ce syndrome obstructif touche l'ensemble de la zone de conduction gazeuse. Comme le mucus est trop visqueux et n'est plus évacué, en fait, les bactéries des microcorps étrangers ne sont plus éliminées. Ce qui fait que l'infection est de plus en plus importante, marquée. On a différents stades d'infection, l'hémophilus influenzae, le staphylocoque doré, puis les Klebsiella, le proteus, le Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, vous entendrez parler de ça de façon un peu style bar, style bistrot. Le Pseudomonas aeruginosa, c'est le piocyanique. L'expectoration est purulente, les infections de gravité croissante, c'est-à-dire que l'antibiothérapie, même si elle est doublée, est de moins en moins efficace.
même si elle reste une arme redoutable pour lutter contre cette maladie. Comme le mucus stagne, eh bien, il y a une réaction inflammatoire du chorion qui se produit, ce qui fait rétrécir le diamètre, déjà, nous l'avons vu, extrêmement petit de ces bronchioles. Et parce qu'on a un œdème inflammatoire, eh bien, le calibre bronchique est de plus en plus étroit, avec un mucus qui est de plus en plus visqueux. À la radio, les pneumopathies, évidemment, sont de plus en plus fréquentes, régulières, les lésions sont diffuses au début. Il y a, par les épaississements péribronchiques, donc des opacités dites en rail, j'aurais dû mettre des guillemets, qui apparaissent. Petit à petit, les bronchiectasies amènent des lésions de l'arbre bronchique avec des dilatations des moyennes et petites branches. Vous avez dû voir ça avec la BPCO. Et puis petit à petit, donc, on crée une espèce de piège à air sur les bases, piège à air, donc un type d'emphysème qui repousse les coupoles diaphragmatiques. Et donc on se retrouve avec des ptoses diaphragmatiques, des défauts de mouvement. Et puis ce qui est très marquant, très visible à la radio, en tout cas pour nous les kinés, on le voit vachement bien ça, c'est les atelectasies qui sont donc sous-segmentaires et segmentaires, parfois jusqu'au lobe. On peut avoir par exemple un lobe supérieur, je ne sais pas si vous visualisez la branche souche droite, regarde en haut, en arrière, en dehors. Et donc lorsque l'enfant encombre cette branche, on a tout le lobe supérieur qui présente une atelectasie, c'est-à-dire ça paraît blanc sur la radio avec des signes de rétraction, une atelectasie qui montre que le lobule est rempli de mucus. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus de gaz. Et donc on dit que le poumon devient petit à petit une éponge à pu. Que fait l'enfant? Eh bien, il essaye de s'en sortir, évidemment, de façon naturelle et réflexe. Il essaye de tousser. Des accès de toux, mais cette toux est inefficace. Je ne sais pas, c'est à vous que j'avais fait le cours sur les particularités anatomiques du nouveau-né et du nourrisson. Voilà, donc vous vous souvenez peut-être que la toux est de petit volume chez l'enfant, et parce qu'il a un diaphragme qui n'est pas suffisamment contributif, enfin le couple diaphragme transverse n'est pas suffisamment contributif, on a une toux qui est pas efficace. Et donc on se trouve avec finalement, cliniquement, comme une bronchite chronique qui apparaît quand vous allez recevoir ces enfants en séance de rééducation. L'hypocratisme digital, eh ben, il traduit l'hypoxie chronique. Il y en a parmi vous là qui veulent faire de la pédiatrie? Ouais, ah, c'est cool, c'est bien. 1 sur 100, c'est pas énorme. Bon. Donc l'hypoxie chronique, donc l'enfant ne renouvelle pas son oxygène, il devient asthénique, il devient faible, on a vu retard staturo-pondéral en plus, et bien sur le plan respiratoire on est confronté à une diminution de la capacité pulmonaire totale, et le typhono, le volume expiratoire maximum seconde sur la capacité vitale forcée sont également diminués. Donc cet enfant va développer petit à petit une hypoxie chronique. Si bien que il va pour essayer de compenser cette hypoxie, faire un travail respiratoire de ouf. Il va tirer sur ses muscles respiratoires. Et en particulier, il va avoir des épaules très hautes, il va tirer son sternum, il va tirer ses côtes. Et il va augmenter sa fréquence respiratoire. Donc il est polypnéique. Mais cette polypnée est malheureusement pour lui le plus souvent inefficace puisqu'il y a un syndrome obstructif. C'est-à-dire que vous le voyez respirer très vite cliniquement et en fait il a une bradypnée alvéolaire expiratoire plutôt expiratoire. Donc s'il a une clinique de ventilation rapide, quand vous l'écoutez au niveau alvéolaire avec un stéto, il ventile très peu. Le fait de tirer avec les muscles inspiratoires accessoires déforme le thorax de l'enfant.
avec plus souvent une thorax en carène, une proéminence du sternum. Et ces enfants se mettent petit à petit en syphose dorsale. Petit à petit, le syndrome obstructif, donc, qui atteint strictement les débits respiratoires, devient mixte. Et pourquoi il devient mixte? Parce que l'enfant perd petit à petit, et de façon malheureusement définitive, des territoires ventilés du fait des atelectasies, qui ne sont plus résolutives. Donc l'évolution de cet enfant est lentement progressive, accompagnée de poussées où l'infection prédomine. Voilà, vous imaginez donc, c'est les hospitalisations à répétition, c'est les doubles antibiothérapies, c'est les surveillances médicales au CRCM, au Centre de ressources de compétences de la mucoviscidose. Voilà, en fait, c'est une surveillance absolument énorme de ces enfants. Voilà, qui est mise en place. L'hypoxie qui est présente donc entraîne une vasoconstriction réflexe qui débouche sur une hypertension artérielle pulmonaire qui aboutit donc à un cœur pulmonaire droit chronique. Vous n'avez pas de questions là pour l'instant? C'est fastoche? Ouais, ben voilà. Attends, par contre, s'il te plaît, je suis sourd comme un pot. Parle fort. Vous dites que la perte ventilatoire, elle est définitive. Attends, je viens, j'entends que dalle. Donc, je le fais hors micro. Si vous êtes au bistrot, on vous dit c'est quoi la mucoviscidose, vous répondez c'est une déshydratation. C'est tout con. C'est vraiment ça. Comme nous. Et la déshydratation, il faut l'expliquer quoi. Je crois qu'on aura fini plus tôt, visiblement. Je pensais que vous auriez des questions, mais bon. La prise en charge est pluridisciplinaire. Donc, il y a un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose dans chaque grande ville. À Montpellier se situe Arnaud de Villeneuve. Il faut donc une équipe complète, donc pédiatre, médecin généticien, masseur kiné, diététicien, psychologue, infirmier. Et tout ça œuvre dans le même sens. Alors, le traitement est donc symptomatique pour la plupart du temps. Il est curatif et préventif à la fois. L'hydratation, je l'ai mise en premier parce que c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas oublier. Il faut hydrater ses enfants. Le diététicien met en place un régime hypercalorique supplémenté en vitamine ADEC. Le but est d'éviter que le retard staturopondéral soit trop marqué. La kinésithérapie respiratoire est prescrite d'emblée. Donc cette kinésithérapie, on va y revenir, c'est à la fois une kinésithérapie de prévention et de traitement de l'encombrement bronchique et en particulier donc de la zone de conduction gazeuse, c'est-à-dire donc de la trachée, incluant donc bien sûr le naso-oropharynx, trachée, et jusqu'à la 15e génération bronchique à peu près. En dessous, donc 16, 17, 18, 19 jusqu'à 24, on n'a pas accès, c'est pas nous. Donc nous, on est sur la tuyauterie où circule le gaz. Donc, eh bien, on met en place des séances de kiné-respi, des aérosols, avec des produits comme le pulmosime. Se pose la question des
des bronchospasmes et de la corticothérapie, là j'attire votre attention sur un fait particulier, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un médecin pneumologue ici pour qu'on en discute devant vous, mais il se peut qu'un enfant écouté, ausculté par un médecin soit en situation de sibilance bronchique liée à un bronchospasme. Donc le médecin va prescrire une aérosol thérapie à base de bêta-2 mimétique type ventoline. Voilà. Et puis l'enfant s'en va et quand il revient vous voir une semaine après à votre cabinet ou 2-3 jours après, le bronchospasme est levé. Vous ne l'entendez plus, mais vous avez la prescription. Et là je ne suis pas sûr du tout qu'il faille appliquer un médicament qui n'a pas lieu d'être puisque le bêta-2 mimétique est un traitement symptomatique du bronchospasme, il agit immédiatement. Donc s'il n'y en a pas, faut-il faire la prescription? Je ne suis pas sûr. Voilà, vous demanderez. La corticothérapie, oui, c'est quelque chose qui est quotidien, c'est un traitement de fond. Il ne faut pas oublier la kinésithérapie musculo-squelettique parce que ces enfants, on l'a vu, ont des déformations carènes du thorax, ils ont un roulement des épaules, enfin, ils sont mal fichus sur le plan orthopédique. Donc, ouais, il faut prendre en charge ça aussi. Voilà, et puis ensuite, il y a petit à petit, avec l'évolution, les années qui passent, les cures d'antibiothérapie qui ne se suffisent plus, et donc, il faut envisager des chirurgies. Et aujourd'hui, la thérapie génique prend de plus en plus de place. La kiné. Oh, putain, plus j'ai le soleil dans les yeux, c'est vraiment désagréable. Donc la kiné, bien c'est... Comme vous le disiez l'intervenant précédent, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Il faut faire un état des lieux. Immanquablement, il faut voir ce qui se passe. Il faut savoir, quand vous prenez en charge votre enfant, comment il est, qu'est-ce qu'il a, pourquoi on vous l'envoie. Et donc, il faut faire des bilans. Avant de faire vos bilans, il faut connaître les bilans qui ont été faits préalablement et les comprendre. Ces bilans sont généralement issus du CRCM. Si vous ne les avez pas, il faut les demander. L'exploration fonctionnelle respiratoire, l'examen cytobactériologique des crachats, les gaz du sang, la radio pulmonaire. Tout ça a été fait en amont. Vous pouvez le demander à avoir les résultats. Vous, j'ai marqué un bleu, ce qui me paraît... il faut tout faire, bien sûr, mais ça, en bleu, c'est complètement essentiel. Contrôlez en permanence, avant, pendant et après votre séance de kiné, la saturation partielle transcutanée en oxygène. Il faut donc avoir un petit appareil d'oxymétrie pulsée. Il faut savoir en permanence, je vous explique pourquoi. Parce que quand vous faites une séance de kiné-respi sur un enfant, sur un ado, sur un bébé, n'importe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de l'intervention, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On agit toujours dans le sens de drainer, bien sûr, mais les conséquences du drainage bronchique manuel peuvent être complètement délétères. On peut parce qu'on presse trop sur le thorax, parce qu'on augmente trop passivement un flux expiré, pour drainer à juste titre l'encombrement, on peut fermer les petites bronches. Par excès de pression extra-bronchique par rapport à la pression intra-bronchique. Si je presse autour du tuyau et que dedans la résistance ne soit pas suffisante, mon tuyau s'écrase, vous le comprenez. Et donc si mes tuyaux s'écrasent, eh bien je piège mon gaz en milieu acinaire alvéolaire et donc je ne le renouvelle pas. Et donc j'entretiens la désoxygénation de l'enfant par mes gestes de kinésithérapie. Donc c'est pour ça qu'il faut contrôler en permanence ce qu'on fait. Un enfant qui devient bleu, qui se met à... Il faut arrêter. Il faut contrôler bien sûr la fréquence respiratoire de l'enfant. Alors sachez qu'un enfant, et là vous allez toucher du doigt toute la difficulté de ces séances, l'enfant déjà il a peur, il a la trouille. Donc moi je suis assez partisan que les parents soient présents, il faut dédramatiser ce qu'on fait. Il faut leur expliquer. Ensuite,
l'enfant qui est en syndrome obstructif, quel qu'il soit, bon, une muco en particulier, va augmenter sa fréquence respiratoire. Il passe en polypnée réflexe. Or, nous, quand on fait un drainage bronchique, on le fait sur le temps expiratoire. Bien sûr, on ne le fait pas sur le temps inspiratoire. Ce qui veut dire qu'il faut, entre guillemets, choper la fréquence de l'enfant avec la main, s'adapter à son rythme, et essayer d'augmenter passivement le flux expiratoire que sur le temps de l'expiration, pas sur le temps de l'inspiration. Ensuite, l'atout doit se rechercher quand à l'ausculte, oui, je vous ai pas dit, donc vous écoutez bien sûr en permanence. Quand à l'auscultation bronchique, vous entendez que l'encombrement a été véhiculé hors de l'arbre bronchique périphérique vers l'arbre bronchique proximal, c'est-à-dire des ronquilles sont présents, et bien à ce moment-là, vous pouvez faire tousser l'enfant. Alors ça me fait penser à un truc, là il faut que je vous le dise quand même. Quand vous avez une auscultation avec des râles fins, bronchiolaires, qui sont donc des râles de modification de débit bronchique au niveau de l'arbre bronchique distal, traduisez au niveau des 10-15e générations bronchiques. Eh bien, cette modification de débit peut avoir plusieurs causes. Vous pouvez avoir une cause mécanique de bronchospasme, puisque le muscle lisse est partout présent. Vous pouvez donc avoir une fermeture par le muscle qui écrase la bronche. Vous pouvez avoir une fermeture des bronchioles parce qu'il y a un œdème inflammatoire du chorion qui ferme la lumière bronchique parce qu'il y a une espèce de rentrée dans la lumière qui fait que la lumière se diminue. Vous pouvez avoir une diminution du passage gazeux parce que c'est encombré, c'est visqueux. Vous pouvez avoir une diminution parce qu'il n'y a pas assez d'eau, que le cil travaille mal. Vous pouvez avoir une diminution du passage gazeux parce qu'on appelle la compliance dynamique, oui, en fait je vous explique ce que c'est. C'est quand vous avez une bronchiole, elle reste ouverte parce qu'il y a un équilibre de pression entre le milieu intraluminal et extraluminal. Si la pression extraluminale devient trop grande par rapport à la pression intraluminale, la bronche s'écrase. Trop de pression autour de la bronchiole fait que la bronchiole se ferme. Vous voyez que vous avez là un certain nombre de causes, d'étiologies, de modification du passage gazeux dans l'arbre bronchique. Et toutes ces causes n'ont pas le même traitement, bien évidemment. Vous, quand vous allez faire une AFE, ou drainage autogène, ou je sais pas, une APFE sur un sujet non participant, eh bien, vous allez vous adresser essentiellement à la cause muqueuse. Trop de mucus dans les bronches. Si bien que quand vous drainez votre enfant et que vous écoutez après vos manœuvres de drainage ce qui se passe, si vous avez supprimé les râles fins, ça veut dire que vous avez été efficace. Si les râles fins persistent, c'est que l'origine de cette modification de passage gazeux est autre. C'est peut-être le bronchospasme, l'œdème inflammatoire, c'est peut-être la perte d'eau, c'est peut-être n'importe quoi. Hein. Voilà, donc en fait, il faut savoir quand on fait une séance de kiné, pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qui se passe et à quoi on s'adresse. Ensuite, donc, il faut écouter l'enfant avant, pendant, après. Vous pouvez faire, on peut vous le demander, des mesures de spirométrie. Et bien sûr, il faut juger de l'état musculo-squelettique de l'enfant, de l'adolescent. Et si possible, prendre en charge ses différentes déficiences toniques et musculaires. Dès que possible, il faut lui apprendre l'autodrainage. À repérer comment il est encombré, à savoir lire une statue. Attention, c'est le type de pathologie qui est tellement chronique, qui dure tellement, qui est tellement pénible à vivre au jour le jour, que l'observance du traitement, et en particulier chez l'adolescent et l'adolescente, l'observance du traitement n'est pas faite. Et donc il faut s'assurer que l'enfant qui vient vous voir prend bien son traitement. Il faut sans arrêt le vérifier.
Ensuite, il y a, bien sûr, on l'a vu, tout ce qui modifie la rhéologie du mucus, donc la RHDNase. Et puis, vérifier tout ce qui est hygiène, psychologie de l'enfant en particulier, parce que l'enfant qui va avoir ce type de pathologie, vous le comprenez, va avoir des gros problèmes d'insertion familiale, scolaire, plus tard collège, tout ça, enfin, c'est compliqué. Sachez également que il faut avoir toujours ça en présence, des enfants, des adolescents, et que la notion de jeu et de plaisir prime sur tout. Donc dans les activités de la vie journalière, il faut penser à inclure des choses qui lui font plaisir. Et bien sûr, donc, on en arrive à l'éducation thérapeutique, qui est quelque chose d'essentiel également, puisque il va falloir, en compagnie de l'ergothérapeute, peut-être de l'architecte d'intérieur, faire en sorte qu'à la maison, tout soit conforme pour que cet enfant soit au mieux pour assumer sa vie. Alors la kinésithérapie respiratoire, voilà en gros la problématique. Toutes ces voitures veulent sortir par le même tuyau, c'est exactement ce qui se passe. Avec la différence près que là, elles sont toutes dans le même axe, alors que les bronches sont dans tous les sens, dans tous les plans de l'espace dans l'arbre bronchique. Donc c'est extrêmement compliqué d'assurer une efficacité à la sortie vers la trachée de cet encombrement qu'on veut drainer. Et bien sûr, je vous le réécris, attention de ne pas fermer les voies de la conduction. Les voies de la conduction, je vous ai cité l'exemple de pression thorax, mais ça peut être en actif. Si vous demandez une ventilation dirigée à un patient, à un enfant, un adolescent, et que vous le faites souffler trop longtemps dans son volume de réserve expiratoire, vous allez trop près du volume résiduel. Vous savez que vous ne pouvez pas mécaniquement accéder au volume résiduel. Mais vous en approchez. Si vous descendez trop dans le VRE, l'arbre bronchique distal, paf, il se ferme. Excès de pression extra-bronchiolaire par rapport à la pression intra-bronchiolaire. Donc votre ventilation dirigée, elle doit être raisonnable, raisonnée, à volume courant modéré, en rentrant dans le VRI et en rentrant dans le VRE, mais sans aller jamais dans leurs extrêmes. Suis-je clair ? Vous allez bien dormir. Alors ouais, ça c'est aussi vachement important, en particulier pour le nourrisson. Il faut penser à nettoyer le nez. Sachez qu'un nettoyage efficace du nez, c'est à coup sûr une récupération majeure d'emblée de l'efficacité ventilatoire de l'enfant. Alors pour ça, vous avez tous les techniques. Mouche bébé, aujourd'hui on n'aspire plus le nasopharynx parce qu'ils ont peur, je ne sais pas pourquoi. On n'aspire plus. Le drainage pharyngé rétrograde, donc l'apprentissage du mouchage petit à petit. Enfin, donc il faut vider le nez de son contenu. Ensuite, pour la partie activité physique, il faut ça. C'est Adija Abdelaoui qui vous en fait court, je pense. Il faut diminuer l'essoufflement, préserver, augmenter les possibilités d'adaptation à l'effort et en fait tonifier tout ce qui doit l'être. Pensez au couple diaphragme transverse, qui est un couple très important. Et puis, renforcer le squelette et tout ce qui est psychologique a une part très importante là-dedans. Bien sûr, pour la prise en charge de ces enfants. Donc, on a fini vachement tôt, hein, 1 heure, c'est bien. Moi je crois qu'il faut que vous alliez petit à petit vers une éducation thérapeutique, c'est-à-dire que l'enfant doit mieux vivre avec cette maladie. Il va vivre jusqu'à 50 ans. C'est un malade que vous allez avoir dans votre cabinet toutes les semaines, ou à peu près. Et puis voilà, il faut qu'il apprenne à s'auto-gérer, ça c'est vachement important. Voilà. Et puis surtout, quand vous avez un enfant porteur de cette pathologie, il faut être en permanence en contact avec le CRCM
le centre de ressources de compétences de votre région, de la mucoviscidose. Voilà, écoutez, moi si vous avez des questions, je suis à tout oui. Ça sera plus sympathique de vous écouter et que je vous réponde. Sur quoi que ce soit en pédiatrie ou en respi. Est-ce que vous avez compris ce que c'est la mucose? C'est fastoche. Enfin, ouais, la journée a été dure visiblement. Bon. Bah écoutez, merci. Merci. À la prochaine peut-être. Non, bah non, c'est le kiné, ouais.
quand ça fait du travail en plus. Après, c'est de l'anglais. Mais après, tu vois, ce que je me demandais, c'est que, tu vois, après, je peux dire que je me suis inspirée à l'extérieur et que je préfère utiliser ce questionnaire. Si vous avez ça n'a rien à voir avec ce questionnaire. Moi, ça n'a rien à voir avec ce questionnaire, c'est juste que j'ai voulu utiliser quelque chose qui avait déjà été utilisé dans le suivi. Ah, la rééducation là-dessus, on l'a pas dit. Ouais, mais c'est. Non, la semaine encore. Moi, je leur envoie pas une conseil et moi, je les Regarde-moi la traduction. Après, est-ce que après, je veux bien que ce soit validé, j'ai laissé écrire la charge de parce que la traduction, ça va proposer une cherche. et je vais te traduire à la société. On peut aussi dire que c'est bien. Et après, il faut se retester en français. Voilà, c'est ça. Certifié ou un truc comme ça. Mais du coup, il a retesté ça. Oui, c'est après, je sais pas. C'est pas. Marie, elle fait 15 éléments en main. Faudrait que tu demandes à quelqu'un ça. Moi, j'ai tout dit, je vais montrer à tout le monde, je vais envoyer des trucs et tout. Mais demain, c'est pas un référent pédagogique, il y a un avis sur la recherche. Ça, je pense que je me demande à la pédagogie. Non, si vous devez avoir un message à référence, c'est monsieur. C'est au plus je commence demain à 15h. Moi, je sais rien. Non plus, faut avec mesure. Moi, si je suis toi, je le prends, j'envoie un message tout de suite. Bonjour, comment je dois faire ça? J'avais prévu d'utiliser ce questionnaire. Je l'ai traduit, mais je commence que ça va faire en billet. Je fais quoi? Je leur fais envoyer les échanges, je vais leur répondre, je vais leur répondre. Parce que quand j'ai vu mon truc là, j'avais reçu et j'ai fait je leur ai expliqué le truc, je leur ai sorti l'article, j'ai utilisé ce questionnaire, j'ai la lecture papier de ce questionnaire pour faire le suivi de j'ai dit il est en anglais, il m'a dit est-ce qu'il a été traduit en français? J'ai dit non, il a été traduit en suédois, en danois, en japonais, en français. Et il a dit attention à ça, il faudra faire bien attention en utilisant. Voilà. Il m'a pas dit regarde comment tu traduis, si tu le traduis toi-même, fais attention à ce que tu traduis. Ouais, mais attends. Mais de toute façon, Les mecs, ils vont pas prendre un questionnaire en anglais. Ça va faire un bien quoi. Non, mais moi je le mettrai en anglais. Mais de toute façon, est-ce que utiliser un questionnaire mondialement connu pour faire le suivi prospectif mais je partais du principe que c'est un questionnaire. Ouais, c'est un questionnaire. Et et là, au moins, on sait pas j'ai la droite d'utiliser c'est quoi qui fait pas avec tant qu'il est vite, tant que c'est du
toute façon, mon but, il est simplement de détecter des choses. Donc, quand je dis qu'il y a plein de Là, on va partir sur des trucs comme ça, il y a un suivi de je sais pas combien de temps. C'est un truc que tu sais là. De toute façon, il n'y a pas de choses. Ah oui, tu peux y aller. Tu peux pas un lycée. Demain, je le dirai quand même à Doulin. Et après, par exemple, pour ta rédaction, tu demanderas à Bozo comment tu fais ça. Est-ce que tu peux dire que tu l'as traduit et que par conséquence, on ne peut pas considérer que tu l'as fait. Parce que ça peut être aussi une alternative. J'ai traduit le dictionnaire. C'est validé. Ce qui peut en faire. Voilà, c'est une des donc il y en a plein qui utilisent ça aussi. Oui, c'est ça. Je veux dire, Tu verras plus tard la personne qui dit par exemple, je sais que moi je pense que la variable d'intérêt c'est la qualité et les résultats de PCR je regarde soit sur le chat soit sur les ce matin.
si je